Bon, on va s'atteler à répondre aux questions et à faire un petit résumé des thérapeutiques keynésiennes au chômage, donc qui s'inscrivent clairement en faux contre celles préconisées par les néoclassiques. Pour ce faire, reprendre l'analyse via son résumé graphique me semble tout à fait nécessaire. Donc on va commencer par ça avant de reprendre donc les questions une par une. Alors, donc l'analyse keynésienne du marché du travail et un de ses effets induits, donc la situation de chômage, prend le contre-pied de l'analyse néoclassique proposée habituellement. Alors, les néoclassiques qui raisonnent sur un marché du travail qu'on peut représenter dans un graphique cartésien qui a en axe des abscisses le volume de travail requis, en axe des ordonnées le salaire. Et on voit ici la représentation donc qu'en donne Keynes, qui est tout à fait originale, à savoir qu'on a bien une offre de travail qui est fonction croissante du salaire, encore que elle est tronquée, c'est-à-dire qu'elle prend son origine en un point. Et par contre, ce qu'on constate, c'est que la demande de facteurs travail qui émane des entreprises est absente. Alors pourquoi est-elle absente? Keynes nous le dit, c'est parce que les chefs d'entreprise ne déterminent pas leur demande de facteurs de travail sur la base d'un arbitrage entre ce que le salaire coûte et ce qu'il peut rapporter en termes de surcroît de production. Cela pour une raison simple, c'est que ce surcroît de production, ils ne sont absolument pas assurés de l'écouler conformément à ce que les classiques pensent en raison de la loi de C. Donc Keynes dit qu'effectivement, une partie donc du surcroît de production obtenu en raison de la mise en œuvre d'un surcroît de travail ne trouvera pas preneur, tout simplement parce que les récipiendaires des revenus inhérents à la mise en œuvre d'un surcroît de production, donc les capitalistes bien entendu, mais aussi et surtout les salariés, ne voudront pas les dépenser. Dans un climat d'incertitude, notamment, il est plus rationnel de thésauriser, pas simplement d'épargner, de thésauriser, c'est-à-dire de conserver sous forme de liquidité les revenus, et partant, donc ceux-ci ne permettent pas d'écouler la production, en tout cas pas de l'écouler totalement. Donc Keynes propose un schéma alternatif à celui des néoclassiques, concernant donc la demande de facteurs travail. Donc pour Keynes, alors donc bien entendu, on avait dans cette représentation graphique deux schémas, deux graphiques cartésiens plus exactement. Donc le graphique cartésien du bas, c'est la représentation graphique d'un marché du travail néoclassique tronqué, entre guillemets, donc il y a un bout d'offre de facteurs travail et il n'y a pas de demande de facteurs travail. Et Keynes va expliquer la demande de facteurs travail par le principe de la demande effective. Donc c'est le graphique cartésien du haut. Alors graphique cartésien du haut, donc en axe des abscisses, bien entendu, on a le volume de la main-d'œuvre, donc L, labor, main-d'œuvre en anglais américain. Et en axe des ordonnées, on a la production, le PIB, pour faire simple. Donc à court terme, le PIB est une fonction croissante du volume de main-d'œuvre requis. Donc la pente de cette fonction est décroissante, c'est une fonction de production, pour utiliser un terme déjà vu. Donc elle est décroissante donc en raison de la loi des rendements factoriels décroissants donc, du travail. Donc plus on utilise du travail compte tenu d'un volume d'équipement donné à court terme, moins celui-ci est efficace. Les dernières unités de travail requises sont utilisées moins efficacement. Donc c'est l'idée de cette fonction de production à pente décroissante.
Donc le principe de la demande effective de Keynes est relativement simple, consiste à dire que dans la mesure où les chefs d'entreprise sont dubitatifs quant à la possibilité à tout coup d'écouler leur production, conformément à ce que la loi de C dit et à ce que les néoclassiques pensent, eh bien eux ils se soucient très fortement de l'écoulement de leur production, ils l'anticipent et cette anticipation donc réside dans la demande effective. Donc la demande effective c'est une anticipation de la demande en biens et services solvables, anticipation qui va à court terme mener à une demande de travail via la fonction de production de court terme. Hein, donc il est logique que, je ne sais pas si, par exemple, compte tenu des équipements dont Dassault dispose, si ils font l'hypothèse que dans le mois suivant ou dans les 6 mois suivants, ils vont écouler, je ne sais pas, 30 Falcon, et bien pour produire ces 30 Falcon, compte tenu des équipements dont ils disposent, il va leur falloir un certain volume de main-d'œuvre. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc la demande de facteurs travail qui émane des entreprises s'établit ainsi, conformément au principe de la demande effective, hein, qui se substitue au marché de concurrence pure et parfaite, au marché du travail de concurrence pure et parfaite des néoclassiques, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Et en regard de cette demande de facteurs travail qui émane des entreprises, eh bien on a une offre de facteurs travail qui émane des individus. Alors cette offre de facteurs travail, elle est rigide en volume, tout simplement parce qu'il existe un certain nombre de personnes qui ont besoin de travailler pour vivre, et elle est rigide également en termes de rémunération, c'est-à-dire que le salaire est rigide tout simplement parce que chacune de ces personnes a besoin d'un salaire incompressible à la baisse pour survivre. C'est un schéma de pensée qui était assez compréhensible dans le cadre du Royaume-Uni des années 30, qui était, dont la population active était composée pour l'essentiel de prolétaires. Hein, donc ces prolétaires, ils avaient besoin, donc ils étaient le nombre qu'ils étaient, voilà. Et ensuite, ils avaient besoin d'un certain salaire pour survivre, et ce, dans le cadre de l'absence d'État-providence, de systèmes de sécurité sociale qui fournissent des revenus alternatifs à ceux du travail. Donc Keynes va dire, compte tenu du fait que la demande de facteurs travail qui dépend de la demande effective est indépendante de l'offre de facteurs travail qui, elle, en gros, est une donnée intangible, en tout cas à court terme. Donc ces deux paramètres du chômage, donc que sont la demande de facteurs travail et l'offre de facteurs travail étant indépendantes du point de vue de leurs variables, bah, il est très probable qu'ils ne coïncident pas et qu'on observe du chômage. Voilà. Le seul moyen pour résorber le chômage, l'offre de facteurs travail étant à court terme intangible. Alors Keynes dit que l'offre de facteurs travail peut se développer avec l'augmentation du salaire, mais il a en tête effectivement d'autres individus que les prolétaires qui sont constitutifs de l'essentiel, donc de la population active britannique de l'époque. Voilà. Donc le point effectivement qu'on indique avec le pointeur est absolument essentiel. Donc Keynes dit le seul recours, ça n'est pas d'agir sur l'offre de facteurs travail, voilà, c'est d'agir sur la demande de facteurs travail. Et comment peut-on effectivement résorber le chômage en ayant pour objectif la demande de facteurs travail? C'est tout simplement en agissant sur la demande effective, et il faut que cette demande effective, hein, qui est dans le cerveau des chefs d'entreprise, hein, il faut bien comprendre que la demande effective c'est quelque chose d'abstrait, c'est une anticipation sur ce qui va se passer dans la période suivante, dans la période productive suivante. Donc il faut que cette demande effective croisse, et qu'elle croisse de telle sorte effectivement qu'elle suppose l'emploi d'une main-d'œuvre qui corresponde donc à l'offre justement
de facteur travail. Voilà, c'est ce qu'on a indiqué donc en vert sur ce graphique. Et donc à ce point-là, à DE', hein, voilà, on a la demande de facteur travail qui est égale à l'offre de facteur travail, c'est-à-dire chômage nul. Donc voilà la réflexion de Keynes. Hein, et à partir de là, il va se poser la question de savoir comment dynamiser la demande effective. Voilà, et quels sont ces effets d'inertie de cette demande effective et qu'est-ce qui rend optimiste quant à sa dynamisation. Donc, qu'est-ce qui rend pessimiste quant à la demande effective et qui va supposer le recours à une entité extra-marché, voilà, en gros de l'État. Ce sont les esprits animaux des entrepreneurs, donc le pessimisme se nourrit du pessimisme. Voilà. Qu'est-ce qui rend optimiste quant à sa dynamisation? Ça va être le multiplicateur keynésien d'investissement, à savoir que un surcroît de demande génère un surcroît de demande. Un surcroît de demande ne se cantonne pas à son simple surcroît de demande en termes productifs, mais le dépasse. On verra ça après. Alors, donc on fait toujours l'hypothèse hein, que vous avez lu le Polycope. Voilà, le chômage selon Keynes est d'abord conjoncturel. De quelle conjoncture s'agit-il? Alors la conjoncture dont il s'agit, c'est celle du moment, hein, c'est-à-dire quel est le climat des affaires du moment, est-ce qu'il est plutôt à l'optimisme, plutôt au pessimisme? Et cette question, je l'ai écrite pour que vous ayez en tête que l'élément central, c'est ce que pensent les chefs d'entreprise. En tout cas, dans une économie dans laquelle, pour le moment, l'État n'a pas choisi d'intervenir. Hein, donc c'est la conjoncture qui réside dans le cerveau des chefs d'entreprise et qui fait que la demande effective va être bloquée à un niveau incompatible avec le plein emploi. Alors, cette idée qu'il y a une relation entre l'activité et l'emploi est souvent, en tout cas à court terme, est souvent illustrée par la fameuse loi d'O'Kuhn. Voilà, donc c'était un économiste américain, donc conseiller du président Kennedy. On en a ici une jolie illustration, ici, tirée donc d'un graphique cartésien figurant sur la page Wikipédia consacrée à cette loi, hein, qui est désormais célébrissime. Alors, petit exercice de lecture, hein. Donc faites deux phrases compréhensibles par tout un chacun avec respectivement le point le plus en haut à gauche et le point le plus en bas à droite. Alors on va se lancer, hein, puisque c'est important de savoir exploiter ce type de graphique. Donc sur l'axe des abscisses, on a l'évolution du taux de chômage. Hein. Faire très attention à la lecture. C'est pas le taux de chômage, c'est l'évolution du taux de chômage. Et en axe désordonné, on a l'évolution du PIB, donc ce qu'on appelle classiquement la croissance économique ou la croissance. Et donc on a bien un graphique qui nous permet de valider ou pas la loi d'O'Kuhn, puisque elle exprime une relation donc négative entre le taux de croissance du chômage et le taux de croissance du PIB. Alors, prenons ce point-là. Ce point-là, il dit tout simplement que un trimestre donné, entre 1947 et 2002, le taux de chômage a baissé de presque 10%, et ce alors que la croissance économique était trimestrielle, hein, était de 4%. Voilà. Et on va prendre un point à un autre extrême, donc celui-ci par exemple, qui nous dit que le taux de chômage a cru donc un trimestre donné, c'est-à-dire par rapport au trimestre précédent, de plus de 15%, et ce alors même que la croissance économique trimestrielle était proche de moins 2%. Voilà. Alors, juste une chose, hein, évolution du taux de chômage, par exemple, baisse de 10%, ça veut dire si le taux de chômage était alors de 10%, on n'en sait rien, les points ne permettent pas de le dire, mais faisons l'hypothèse, le taux de chômage était de 10%, il a baissé de 10%, c'est-à-dire qu'en fait, il a baissé de 1 point, c'est-à-dire qu'un trimestre plus tard, il est de 9%. Voilà.
Donc, faites deux phrases compréhensibles par tout un chacun avec respectivement le point le plus en haut à gauche et le plus en bas à droite, c'est fait. Commentez l'ensemble des points. L'ensemble des points, effectivement, il permet clairement de dire qu'il existe une corrélation négative entre l'évolution du taux de chômage et l'évolution du PIB. Donc on a là un joli nuage de points qui a une forme descendante, qui est assez écrasée, donc typique d'une corrélation négative, plutôt de bonne qualité. Hein. C'est pour ça que j'avais choisi d'ailleurs ce graphique. Je le trouvais parfaitement illustratif de l'idée que porte la loi d'Okum. Et donc, on comprend bien qu'à court terme, voilà, et un trimestre, c'est bien un court terme, eh bien, quand la croissance est en panne, le taux de chômage croît. Voilà, et au passage, hein, quand on regarde bien, donc on prend 0, voilà, et on voit que l'essentiel des points, voilà, et l'essentiel des points, ils sont sur 0, 0, c'est-à-dire que, alors ça mériterait une petite analyse, hein, en fait on se rendrait compte que ce serait plutôt effectivement un peu plus de 0, et bien effectivement on a le taux de chômage qui n'évolue pas. Voilà, c'est-à-dire qu'une croissance nulle coïncide avec un taux de chômage stabilisé, et en fait en toute rigueur il faut une croissance un peu positive pour que le taux de chômage se stabilise. Je vous renvoie chez vous à vos crayons, à vos règles, etc. pour voir ça clairement. Du coup, on arrive aux deux questions suivantes. C'est pourquoi faut-il effectivement un taux de croissance positif pour faire décroître le chômage, voilà. Alors pour une raison relativement simple, c'est que dans la réalité, la population active elle a tendance à croître, même si elle croît peu, dans des pays comme les pays d'Europe de l'Ouest, la France en particulier, un petit peu plus aux États-Unis. Voilà, ce sont des pays qui ont fini leur transition démographique, qui sont relativement peu ouverts à l'immigration, un peu plus aux États-Unis, un peu moins en Europe de l'Ouest. Et puis deuxième idée qui est plus importante, c'est que la productivité du travail, notamment en raison du progrès technique, elle a tendance à croître. Hein. Il y a un trend de croissance de la productivité du travail. Donc pourquoi le taux de chômage est-il ceteris paribus, toute chose égale par ailleurs, fonction croissante de la population active? On comprend bien que si les évolutions démographiques aboutissent in fine à ce que la population active croisse, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de nouveau-nés, voilà, ces nouveau-nés, un jour ou l'autre, ils ont 18, 20, 22, 23 ans, mais ils se retrouvent sur le marché du travail, eh bien, on comprend bien, effectivement, qu'ils abondent les chômeurs avant de pouvoir abonder les actifs occupés, toutes choses égales par ailleurs, hein, sauf à supposer que les ajustements se fassent immédiatement. Pourquoi le taux de chômage est-il donc ceteris paribus, fonction croissante de la productivité du travail? Là encore, on comprend que s'il y a un trend de progrès technique qui rend régulièrement les actifs plus efficaces, eh bien, sauf à supposer que la croissance prenne le relais, mais on est dans une analyse ceteris paribus, hein, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, donc on ne fait pas cette hypothèse que la croissance prend le relais, et si les actifs sont plus efficaces, il en faut moins. Hein. Donc si vous avez un atelier de taille de pierre dans lequel il y a 2 ouvriers, et puis vous confiez à ces ouvriers des marteaux 2 fois plus efficaces, on peut faire l'hypothèse qu'il faudra 2 fois moins d'ouvriers pour réaliser le même travail, c'est-à-dire un seul ouvrier. Le seul moyen d'employer encore les 2 ouvriers, c'est qu'il y ait de la croissance, c'est-à-dire qu'il y ait une demande supplémentaire. Alors, donc, on vient de voir, la première chose qu'on vient de voir, hein, c'est que dans une perspective keynésienne, le chômage, il est d'abord conjoncturel. Voilà, il dépend de la conjoncture, il dépend de ce que les chefs d'entreprise ont
anticipent, ont dans leur cerveau comme vision de l'avenir, et on l'a validé par la loi d'Occun. Donc la loi d'Occun, elle permet de dire que ce que Keynes avait supposé, bah, c'est pas absurde. Voilà. Alors, il y a un deuxième aspect de la pensée keynésienne, c'est que Keynes, et Keynes, de ce point de vue-là, n'était pas uniquement un penseur finalement conjoncturel, mais c'était aussi un penseur finalement structurel. Voilà, en tout cas, d'un état intermédiaire entre le structurel et le conjoncturel, ou plutôt entre le conjoncturel et le structurel, qui était propre donc à la situation des années 30, c'est-à-dire qui pense que des situations conjoncturelles défavorables, non souhaitables, peuvent se pérenniser, en raison notamment de la loi psychologique fondamentale et des esprits animaux des entrepreneurs. Alors la loi psychologique fondamentale, donc terme pompeux utilisé par Keynes dans sa théorie générale, énonce que la propension à consommer des ménages est fonction décroissante de leurs revenus. Alors, ça paraît logique, on va dire, dans une perspective synchronique, c'est-à-dire à un moment donné. C'est l'objet de ma question 2. Voilà. Bon, c'est clair que Bernard Arnault, voilà, il a beaucoup de difficultés à dépenser l'essentiel de son revenu. En gros, à un moment donné, plus les ménages sont riches, moins ils dépensent leurs revenus. Donc, alors pourquoi est-ce qu'il a du mal à dépenser l'essentiel de son revenu? C'est parce que tout simplement, l'industrie de satisfaction des besoins individuels, elle n'est pas capable de fournir une satisfaction donc de ses besoins individuels à la hauteur des revenus de Bernard Arnault. Les revenus de Bernard Arnault sont absolument hallucinants. Hein, c'est quelqu'un qui gagne de l'ordre d'1,5 million d'euros par jour. Donc comment voulez-vous qu'un individu consomme suffisamment, augmente suffisamment sa consommation pour augmenter sa satisfaction à l'échelle d'1,5 million d'euros par jour? Voilà. Donc, et Keynes partait de ça. Hein, il est indéniable que d'un point de vue synchronique, voilà, il y a une relation décroissante entre propension à consommer et revenu. Plus le revenu augmente, moins la propension à consommer est forte. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai diachroniquement, c'est-à-dire au fil du temps? Et ben, c'est là sans doute où Keynes s'est trompé. Alors, depuis l'époque de Keynes, hein, le PIB a très fortement augmenté. Hein, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le PIB français, le PIB par habitant français, il a été multiplié par plus de 10. Pour autant, est-ce que les ménages français ont cessé, en tout cas ont diminué leur consommation? Est-ce que leur propension à consommer a diminué? Bah, c'est plutôt faux d'ailleurs, parce que ce qu'on a observé, c'est plutôt une diminution de la propension à épargner, ce qui correspond à une augmentation de la propension à consommer. Bon, là, Keynes n'avait pas été très visionnaire, mais il considérait que c'était un élément central, effectivement, de consolidation de la crise des années 30. Hein. C'est-à-dire que l'affaiblissement de la propension à consommer des ménages nécessitait que un autre acteur décisionnaire, l'État, hein, pour être clair, prenne le relais. En ce qui concerne donc les esprits animaux, alors là, par contre, Keynes était plutôt clairvoyant. Voilà, c'est-à-dire que les individus anticipent la situation à venir conformément à tout un tas de méthodes. Hein, ça peut être des méthodes très rationnelles qui font appel aux statistiques les plus avancées. Ça peut être de la boule de cristal.
voilà, donc qui fait appel donc à des représentations du monde très ésotériques, mais la plupart du temps, les individus se réfèrent à ce que leur père, P-A-I-R-S, pense. Donc ils ont en fait un comportement grégaire, c'est-à-dire semblable à celui que les animaux qui sont dans les troupeaux ont. Ils agissent comme les autres, voilà. Et c'est l'objet de ma première question. Voilà, les esprits animaux sont grégaires et partant enclins au consensus. Si celui-ci est optimiste, il est de plus en plus. Et inversement, dans le cas du pessimisme, vrai ou faux, ben bien entendu, c'est vrai. C'est-à-dire que le pessimisme se nourrit du pessimisme et l'optimisme se nourrit de l'optimisme. Mais ici, c'est pas l'objet, hein, l'optimisme. Ici, c'est le pessimisme. Alors, à partir de ce type d'analyse, hein, donc on vient d'expliquer pourquoi le chômage était fondamentalement conjoncturel chez Keynes, pourquoi il pouvait être structurel, quelles sont les politiques effectivement afférentes. Alors les politiques afférentes, ce sont des politiques, j'insiste, de dynamisation de la demande effective, hein, il s'agit de faire passer DE 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 à DE', de telle sorte que la demande de facteur travail soit égale à l'offre de facteur travail, qui elle est rigide, voilà, pour des raisons sociologiques, ce qui permet d'avoir un chômage nul. Donc ces politiques, elles vont s'articuler sur quelques grands principes. Donc l'augmentation de la demande publique, donc c'est l'État, hein, qui va les mettre en œuvre, ces politiques, puisque les individus, eux, ils sont la proie, alors les individus, en l'occurrence, ce sont les chefs d'entreprise, ils sont la proie de leurs esprits animaux, donc ils ne peuvent pas s'émanciper de ce que le collectif pense. Et donc la seule institution qui est capable de s'en émanciper, parce qu'elle n'est pas effectivement régie par l'intérêt privé, mais parce qu'elle obéit à la satisfaction de l'intérêt général, c'est l'État. Donc l'État va augmenter la demande publique, voilà, alors en mettant en place des politiques de grands travaux. Donc on a un bon exemple, hein, c'était avec les politiques mené par Roosevelt, de grands travaux dans la vallée du Mississippi, ça a dû vous être expliqué en cours d'histoire. Voilà, de manière plus générale, des commandes étatiques. Voilà, l'État va embaucher des fonctionnaires. Voilà en gros ce que l'État peut faire. Il va également inciter la demande privée. Donc il va diminuer la sociofiscalité, donc des agents économiques. Voilà, alors soit des ménages qui vont ainsi davantage consommer, donc si par exemple les ménages sont moins soumis à l'impôt, ils vont se retrouver avec davantage de revenus, ils vont pouvoir consommer. Voilà, les entreprises également moins soumises par exemple à l'IS, l'impôt sur les sociétés, vont pouvoir investir. Voilà, il va également pouvoir mettre en œuvre des politiques de baisse du taux de change. Alors ce sont des éléments politiques économiques qu'on n'a pas encore envisagés en cours, hein. Donc il va intervenir sur le marché d'échange en vendant de la monnaie nationale, par exemple, ce qui va renforcer la compétitivité sur le marché intérieur et extérieur de la production domestique, hein. Donc par exemple actuellement, ce type de politique est mené par la Chine, c'est-à-dire la Chine sur le marché d'échange, hein. Donc le marché d'échange, c'est le marché où on négocie des devises contre des devises, où on négocie des dollars ou des euros contre des yuans. Donc la banque centrale chinoise agit de telle sorte que le cours du yuan soit faible, voilà, ce qui renforce la compétitivité des produits chinois sur les marchés extérieurs, et ce qui dégrade la compétitivité des produits étrangers sur le marché chinois, et donc ce qui favorise la production domestique. Dans le même ordre d'idée, la Banque centrale peut agir sur les taux d'intérêt. Voilà, si les taux d'intérêt sont faibles, eh bien ça dope la consommation et l'investissement.
Voilà, quand les taux d'intérêt sont faibles, les ménages hésitent peu à s'endetter pour s'acheter des biens durables, style des équipements électroménagers, des téléviseurs, des voitures, etc. Et les entreprises, de la même manière, donc, sont incitées à investir en s'endettant. Voilà. Alors, en quoi chacun des éléments de politique économique ci-dessus renforce-t-il la demande effective, hein, donc, je pense que je viens de répondre, hein, en commentant. Hein, c'est évident que chacun des éléments ci-dessus aboutit à une croissance de la production ou à une anticipation, c'est là où c'est plus important, à une anticipation par les chambres d'entreprise de croissance de la production, c'est-à-dire cette anticipation de la croissance de la production, de la croissance de la demande, donc consiste en une amélioration de la demande effective qui va effectivement générer une baisse du chômage. Rappelez graphiquement le lien entre dynamisation de la demande effective et résorption du chômage. Bon, bah ça, je l'ai fait en propos introductif, ça me semblait absolument central. Voilà. Et alors, on va finir par un élément tout à fait original de l'analyse keynésienne. C'est un monument, hein, donc de l'analyse keynésienne, qui est le multiplicateur keynésien d'investissement. Voilà, alors, ce multiplicateur keynésien d'investissement, il permet d'expliquer que les éléments de dynamisation de la demande effective ont un effet effectivement amplifié. Amplifié par ce multiplicateur. C'est-à-dire que si l'État se débrouille bien, en impulsant certains éléments de la demande effective, il va obtenir un effet plus que proportionnel. C'est-à-dire que en gros, s'il dépense plus 1, voilà, eh bien, il va progresser de plus 5 voilà, vers la demande effective qui permet de résorber complètement le chômage. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Keynes explique en quoi une politique de dynamisation de la demande est intéressante au-delà de ce que, prime abord, elle contient, d'un point de vue strictement numérique. Voilà, alors, on va revenir donc sur ce raisonnement. Voilà, alors, je ne vais pas trop m'étendre parce que dans cette partie polycopiée, bon, sachant que c'était un problème assez difficile, j'ai beaucoup rédigé le raisonnement. Mais je vais en dire quand même quelques mots. Donc, le principe du multiplicateur keynésien de dépenses indique qu'une variation de la demande, l'investissement par exemple, a un effet plus que proportionnel sur l'activité, c'est-à-dire sur le PIB et donc l'emploi. Donc c'est cette grande idée. Donc la grande idée de Keynes, c'est de dire à l'État, si vous dépensez 1, eh bien, attendez-vous à ce que ça ait un effet sur l'emploi, non pas de plus 1, mais de plus 5. Voilà. C'est contre-intuitif, mais la réalité est là. Alors, on va voir, alors, symboliquement, souvent c'est résumé par le fameux delta Y égale K delta I, voilà, ou K égale delta Y sur delta I, comme vous voulez. On trouve ça dans tous les manuels. J'ai expliqué le sens de Y, de I, de K. Alors notamment celui de I, hein, il ne s'agit pas uniquement d'investir au sens d'investissement en machine, hein, mais c'est une simple dépense exogène qui a cet effet. Alors, dans le raisonnement que j'ai développé, donc j'ai imaginé que l'État investissait entre guillemets 1 milliard d'euros dans l'achat d'un nouveau sous-marin nucléaire. Alors ça peut être considéré comme une simple dépense
collective ou qu'un investissement, hein. Bon, ici, il s'agit d'investir en fait en paix, hein. C'est-à-dire généralement quand un pays a un sous-marin nucléaire, notamment lanceur d'engins, qui de mois en mois se balade 400 mètres sous la mer avec des missiles capables de détruire des villes, ça incite ses adversaires potentiels à être relativement prudents avec lui. Donc il s'agit d'un investissement qui va produire de la paix. Voilà. Alors, dans le raisonnement que j'ai rédigé, hein, je pense qu'il pose pas énormément de problèmes, le point le plus délicat, ça consiste à comprendre la liaison qu'il y a entre un surcroît de dépenses, donc 1 milliard d'euros investis pour la construction d'un nouveau sous-marin nucléaire, et un surcroît de revenus qui automatiquement, alors dans le cadre d'une économie bien entendu fermée, hein, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que ce sous-marin, il est construit par des salariés français, par des entreprises françaises, avec des produits semi-finis, des matières premières françaises, hein. Voilà, c'est un raisonnement très théorique, mais pourquoi pas dans le cadre d'un projet stratégique comme ça. Donc la difficulté de compréhension du raisonnement, c'est comprendre qu'un surcroît de dépenses aboutit automatiquement à un surcroît de revenus. C'est-à-dire que ce milliard d'euros, donc dépensé dans un sous-marin nucléaire, eh bien ce milliard d'euros, il va finir automatiquement dans la poche de salariés ou de capitalistes qui, de manière directe ou indirecte, ont participé à ce projet. Alors, j'ai rédigé ça, je ne vais pas revenir là-dessus, mais la liaison, j'ai envie de dire, la liaison automatique entre, en tout cas automatique, oui, enfin automatique, logique, entre dépenses et revenus, je vais vous en faire état via un ménage qui ferait appel à une babysitter. Voilà. Alors, pourquoi ça permet de comprendre? Parce que le ménage qui va utiliser, je ne sais pas, pour une soirée, donc il va au cinéma et il va embaucher une babysitter pour 2 ou 3 heures et il va lui donner 30 euros. Donc il y a bien une dépense de sa part. C'est une dépense en biens et services alors. En toute rigueur, en service. Donc elle est absolument, strictement équivalente à celle de l'État français qui se paye un sous-marin nucléaire. Là, c'est un ménage qui se paye les services d'une babysitter pour 3 heures et qui donc va verser 30 euros. Voilà. Et alors, le prestataire, donc le producteur en l'occurrence, hein, de biens, alors ici il s'agit d'un prestataire de service, c'est la babysitter. La babysitter, c'est un pur service. C'est-à-dire que il n'y a que son travail qui est rémunéré, hein. Il n'y a pas effectivement de consommation intermédiaire qui interviennent dans l'histoire. Et donc, la babysitter qui va percevoir les 30 euros, ben, elle dispose d'un revenu additionnel de 30 euros. Donc il y a bien une stricte équivalence, entre la dépense et le surcroît de revenus. Voilà. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris, effectivement, vous avez tout compris au raisonnement qui est listé dans ce petit texte, hein. Donc l'État français dépense 1 milliard d'euros. Ce faisant, il fournit 1 milliard d'euros de revenus de manière directe ou indirecte à tous les salariés et capitalistes impliqués dans ce programme. Voilà. Et ces salariés et ces capitalistes impliqués dans ce programme vont consommer ce milliard d'euros à hauteur de 80%, donc 800 millions d'euros, et vont en épargner 200 millions d'euros. Voilà, on fait l'hypothèse qu'ils ont un comportement donné. Bon, alors en plus, c'est tout à fait vraisemblable, parce qu'actuellement, c'est à peu près ça. Voilà, c'est-à-dire que le taux d'épargne, il est d'un peu moins de 20%. Et comme ils disposent désormais d'un surcroît de revenus,
eh bien ce surcroît de revenus, donc surcroît de revenus de 800 millions d'euros, eh bien ce surcroît de revenus, ils vont le consommer. Voilà, le consommer, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des biens et des services qui eux-mêmes vont être constitutifs donc de revenus pour les salariés et capitalistes impliqués dans la production des biens et services en question, directement ou indirectement. Donc ils vont effectivement générer ce surcroît de revenus va lui-même être consommé à hauteur de 80%, épargné à hauteur de 20%, etc. Donc, un certain nombre de vagues de distribution de revenus et de mise en œuvre de plans de production pour les satisfaire vont être générés, ils vont s'épuiser, voilà, selon une logique mathématique que j'ai expliquée, mais au final on aboutit à l'élucidation d'un paradoxe, c'est-à-dire que une dépense d'1 milliard ne génère pas une activité d'1 milliard, mais génère en fait une activité donc de 5 milliards. Voilà. Donc il y a un effet multiplicateur. Donc soyons très clairs, hein, c'est-à-dire que ça génère une activité additionnelle, c'est-à-dire un emploi additionnel. Et Keynes va insister là-dessus, voilà, pour montrer que tout euro, ou lui c'était tout livre, impliqué dans une relance par la demande, a un effet plus que proportionnel. Il appelait ça le multiplicateur. Voilà. Alors bien entendu, ce multiplicateur, il bute sur un certain nombre de contraintes. Alors, il bute sur une contrainte première qui est celle des facteurs de production disponibles, c'est-à-dire qu'il n'est efficace que tant que les facteurs de production ne sont pas totalement utilisés, mais en situation de chômage, c'est bien de ça dont on parle. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre facteur de production qui est le capital, hein, qui joue. Il va buter également sur le taux d'épargne, il va buter également sur les échanges extérieurs. Donc, le diagnostic n'est pas aussi clair que dans le cas théorique, mais l'effet est indéniable. J'espère vous avoir convaincu. Alors, juste avant de se quitter, on va reprendre quand même les questions. Pourquoi une dépense en biens de consommation ou d'investissement correspond-elle in fine à des revenus pour les salariés capitalistes? Alors, j'espère qu'avec mon histoire de la babysitter, j'ai été un peu clair. Voilà, puisque c'est presque l'idée de l'année me concernant, voilà, c'est-à-dire réduire le raisonnement à la production de services. En quoi une dépense en biens de consommation ou d'investissement suscite-t-elle automatiquement d'autres, partant que suscite-t-elle aussi? Voilà, une dépense en biens de consommation ou d'investissement suscite en suscite d'autres, en cela qu'elle suscite des revenus. Voilà, on vient de l'expliquer. Voilà, et s'il ne s'agit pas en plus, uniquement d'une dépense en biens de consommation qui consistent en des services, il y a également la problématique des consommations intermédiaires qui s'offrent à l'analyse. Sur quoi bute cette capacité d'une dépense à en générer d'autres? Voilà. Eh bien, fondamentalement sur les capacités de production disponibles, hein, ça c'est vraiment l'élément essentiel. Hein. Le raisonnement keynésien est un raisonnement de sous-emploi du facteur travail, de sous-emploi du capital. Voilà. Et donc,
qu'illustre le multiplicateur keynésien d'investissement, c'est sur le fait qu'en sous-utilisation des facteurs de production, donc une dépense génère de l'activité plus que proportionnellement, mais en sous-utilisation des facteurs de production. Et alors, pour finir, bien entendu, si on n'est pas en sous-utilisation des facteurs de production, si on est au plein emploi, mais là, une relance keynésienne au plein emploi, c'est absurde, ça génère de l'inflation. Voilà, et rien d'autre. Et Keynes, d'ailleurs, l'avait reconnu, mais c'est souvent oublié. Et pour finir, et c'est là où le passage de la théorie à la réalité est difficile, c'est que c'est un raisonnement qu'il faut mener sur les deux facteurs de production qu'on a en tête, c'est-à-dire le travail et le capital. Et on peut imaginer des situations où on est au sous-emploi du facteur travail, mais où le facteur capital n'est pas si sous-employé que ça, notamment si la situation de chômage perdure et si des faillites en série ont réduit en fait les capacités de production. Donc on peut imaginer une situation effectivement où une stricte relance keynésienne du point de vue de l'emploi voit son efficacité du point de vue du multiplicateur relativement bridée. Voilà, j'espère avoir été clair.